Salam alaikum, bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire part de cet atelier ou bien de participer à cet atelier de lancement du projet de Future of Longevity, Health and Aging in Algeria, Implication on Social Security and Life Insurance. Donc, est avec nous M. Amrouali et la direction population du ministère de la Santé. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Nasreddine Hamouda, un ancien du CRIAD et en retraite actuellement. Merci encore une fois. Et nous avons avec nous trois autres membres du projet, en l'occurrence Mariam Chenoun, Hafida Assas et Amina Boukhalfa, qui vont faire de petites présentations au cours de cet atelier. Donc, on commence avec la présentation de ce projet. Ses objectifs, c'est les résultats attendus de projet ou bien les outputs attendus. Et on passera par la suite à une petite présentation on healthy life expectancy in Algeria by Mariam Chenoun, followed by another presentation on modeling survivor pension benefits, the effects of nuptiality and fertility by Hafida Assas, and we finish with the third or fourth presentation on regional inequalities in longevity by Amina Boukhalfa. And at the end, I will give you the opportunity to ask questions and remarks. Donc, c'est un projet qui s'étend sur 2 ans. Le début, ou bien le commencement, le lancement du projet a été prévu pour le début 2021. Effectivement, on a commencé à travailler sur le projet depuis 6 mois, sauf que c'est le lancement, ou bien c'est l'atelier de lancement qui a tardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, aussi, il s'agit d'un projet CRIAD financé par le CRIAD. Donc, concernant pour les objectifs du projet, donc ce projet vise à mettre à la disposition des décideurs publics des moyens permettant la gestion ou bien le pilotage des systèmes des régimes de sécurité sociale. Cela nécessite la création, bien la construction de tables de mortalité, de projections adaptées à la population des assurés et aussi des tables d'invalidité et de maladies chroniques permettant l'estimation des dépenses futures de sécurité sociale. Donc, les 3 risques démographiques que nous allons prendre en considération dans ce projet sont la longévité, qui se traduit par le prolongement continu de la durée de vie humaine, le vieillissement de la population, qui se traduit par l'augmentation de la part des personnes âgées comparativement aux personnes à l'âge de travailler, et aussi, en troisième point, le troisième élément, bien le troisième facteur type de risque, c'est santé de la population. Donc, ces 3 risques vont être considérés afin de mieux assurer ou bien de renforcer la soutenabilité future des systèmes algériens de sécurité sociale et aussi celle des assurances économiques de personnes. Donc, nous avons 3 axes. Concernant le population aging, ça revient à faire des projections de la population et souvent on utilise les méthodes par composantes. Ça veut dire que nous aurons besoin de faire des projections de la mortalité et aussi de la fécondité. Au final, notre objectif final via ces projections, c'est de faire des évaluations de la soutenabilité future ou bien de l'équilibre financier de système de retraite. Et aussi concernant la longévité, nous travaillons sur 2 volets, un volet théorique
dont l'objectif est de concevoir et d'adapter des méthodes issues de la littérature ou bien de proposer de méthodes nouvelles pour la projection de la mortalité pour la population globale ou bien pour des catégories particulières de la population, à savoir la population des retraités, des assurés sociaux ou bien des assurés couverts par le secteur des assurances économiques. Le troisième point, c'est health. Donc, l'objectif final sera premièrement d'estimer l'espérance de vie en bonne santé, qui englobe l'espérance de vie sans maladie chronique et l'espérance de vie sans invalidité de la population algérienne. Sur la base, principalement, les données qui sont actuellement disponibles sont les données de l'enquête mixte, multi-indicators, cluster survey et aussi les données de recensement. À mon information, il y a au moins un recensement, celui de 98, qui donne ce genre de statistiques ou bien de la répartition de la population par rapport aux maladies chroniques et type d'invalidité. Le deuxième élément, donc après avoir fait ces estimations et d'analyser les évolutions récentes en termes de ces trois risques, notre objectif sera d'en faire des projections futures. Voilà, donc concernant les membres de l'équipe, dont il y a moi-même, M. Farid Frissi du CRIAD, il y a Marim Chinoun, une doctorante à l'école nationale des statistiques appliquée, aussi une research assistant au CRIAD. Nous avons Hafida Assas, une doctorante de l'INPS également. Amina Boukhalfa, doctorante de l'INPS. Nous avons avec nous Yasmine Hannani, actuaire de la CNR, et Ahmed Lekhel, actuaire de la CASNOS et doctorant à l'université de Badi Mokhtar de Annaba. Et nous avons d'autres membres dont l'intervention est programmée pour la deuxième phase du projet, principalement des actuaires du secteur des assurances et d'autres chercheurs associés. Donc, concernant le premier risque, c'est qui est la longévité. Nous allons travailler sur essayer de couvrir plusieurs points, principalement la projection de la mortalité de la population globale et aussi l'évaluation de la qualité des données de mortalité nationale, construction de tables prospectives ou bien de faire des projections de la mortalité par région, qui est un objectif majeur dans le cadre de ce projet. Et cela vise à pouvoir arriver à établir des projections de population par région pour le cas de l'Algérie. En dernier lieu, nous avons des tables basées sur soit l'expérience du secteur d'assurance vie, ou bien même des tables basées sur l'expérience soit du système algérien de retraite ou bien de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, concernant nos objectifs par rapport à la projection de mortalité de la population globale, nous avons deux types de contributions. Une contribution théorique qui vise à proposer de nouvelles méthodes ou bien de nouveaux outils de projection qui ne s'appliquent pas uniquement à l'Algérie, mais à beaucoup d'autres pays à profil similaire. Nous travaillons actuellement sur un modèle de Coherent Mortality Modeling qu'on appelle le CAPA Nested Mortality Model. Et nous travaillons aussi sur le développement d'un R package dont l'objectif est de faciliter la segmentation des séries temporelles de l'espérance de l'évolution historique de l'espérance de vie à la naissance, chose qui permettra de détecter les points où il y avait un changement de tendance ou des sauts de niveau liés généralement soit à un changement de méthode d'estimation ou bien à des changements méthodologiques. Dans le deuxième volet, notre objectif sera d'assurer une publication périodique d'un rapport méthodologique ou bien de notes méthodologiques
qui décrivent le processus de projection de la population sur des données algériennes de A à Z, donc allant de la collecte des données, du traitement des données de base, la projection de la mortalité, la projection de la fécondité jusqu'à ce qu'on arrive à la projection de la population globale, avec toutefois des codes qui permettent cette projection pour que ces résultats peuvent être reproduits par d'autres institutions, bien par d'autres chercheurs, et aussi des data files contenant les résultats de ces projections. Donc nous avons aussi parmi nos objectifs l'estimation et la projection de la mortalité des retraités issus des retraites directes ou bien des retraites de survie et d'en faire des projections. Pour le vieillissement de la population et concernant la partie fécondité, nous allons essayer d'opter pour une autre approche permettant l'estimation ou bien la projection de l'espérance de vie, plutôt la fécondité de la population, c'est les projections basées sur l'avis d'experts et aussi sur l'estimation des intentions de fécondité et de nuptialité de la population en utilisant les données de social media. Pour le volet santé, donc, nous allons à estimer l'espérance de vie sans invalidité de la population algérienne, l'espérance de vie sans maladie chronique. Les deux nous permettent d'estimer healthy life expectancy. Et on peut même envisager d'estimer un nouveau critère ou bien un nouvel indicateur qui a été récemment introduit, c'est Happy Life Expectancy, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonheur. Et d'estimer l'effet de tout ça sur les dépenses de la sécurité sociale. Ça, c'est une récapitulation des objectifs du projet. Donc, pour chacun des trois risques, nous avons, dans une première étape, essayé d'estimer les niveaux actuels, les tendances passées et d'anticiper les évolutions futures et d'estimer les implications sur la sécurité sociale et aussi sur le secteur de l'assurance vie. Donc nous avons déjà publié pas mal de papiers concernant soit le volet mortalité. Nous avons un dernier papier qui va paraître dans une dizaine de jours dans Vienna Yearbook of Population Research. C'est un papier co-autoré avec Nasreddin Hamouda et ses présents avec nous, qui porte sur Mortality Evolution in Algeria, What can we learn about data quality. Nous avons aussi d'autres travaux sur la soutenabilité du système de retraite en Algérie, paru en 2020, et nous travaillons actuellement sur une deuxième version de ce papier qui comporte une analyse multi-scénario. Nous avons aussi travaillé sur la fermeture des tables de mortalité algérienne ou bien l'extrapolation des tables de mortalité aux âges élevés. C'est aussi un papier qui est paru en 2020. Et nous avons aussi travaillé sur la projection, sur des méthodologies concernant la projection de la mortalité d'expérience des retraités. Ça, c'est un papier paru en 2019. Et nous avons aussi un autre papier paru en 2020 dans Population Review et qui porte sur Analyzing the Trend of Life Expectancy Evolution in Algeria from 1962 to 2018, où nous avons appliqué une S-Logistics Segmentation avec SOU pour détecter les points où l'espérance de vie en Algérie a enregistré des sauts dus à des changements de méthode ou à une amélioration de la qualité des données de mortalité. Donc, c'est un peu pour vous donner une idée sur ce qui a été déjà fait par rapport aux objectifs attendus de ce projet. Voilà, parmi les objectifs, c'est-à-dire ce qui a été déjà fait, nous avons fait des projections de la population algérienne et voilà, dans le premier plot, c'est l'espérance de vie
pour les hommes et pour les femmes d'ici 2070. L'évolution attendue du taux de fécondité de la population algérienne à l'horizon 2070, la pyramide de la population globale et aussi le ratio de la population à l'âge de travailler qui correspond à un retraité. Où nous avons ici, et on voit clairement qu'il y a un challenge qui nous attend dans les décennies à venir. Si on a actuellement environ 7 personnes à l'âge de travail qui correspondent à une personne à l'âge de retraite, nous aurons à l'horizon, à partir de 2045, uniquement moins de 3 individus à l'âge de travailler, qui correspondent à une personne à l'âge de retraite. Et on peut facilement imaginer les effets que ça pourrait avoir sur les équilibres du système de sécurité sociale et du marché de travail. Nous avons également élaboré un simulateur de projection. Voilà, nous avons ce simulateur qui est disponible en ligne et qui permet de visualiser les évolutions futures en termes de changement, d'évolution de la population et de changement de sa structure en jouant sur les différents paramètres, par exemple l'année ou bien l'horizon de la projection, le scénario de la fécondité. Nous avons ici 5 scénarios. Very low, c'est 1,5 enfants par femme. Low, c'est 2,1. Medium, c'est 2,5 à l'horizon 70. Pardon. High, c'est 3 enfants par femme à l'horizon 2070. Et very high, c'est 3%. Donc, ce simulateur permet de visualiser tous ces changements futurs probables en fonction des différents scénarios. Et aussi, ça permet de visualiser l'évolution de la structure de la population par grande catégorie d'âge. Voilà, on peut jouer sur l'âge de départ à la retraite et l'âge où un individu peut commencer à travailler. Et on aura ici, dans la deuxième composante du simulateur, la structure résultant de la structure de la population. Donc, toutes les données et les rapports qui ont permis la construction de ces projections, de ce simulateur, peuvent être téléchargés en ligne. Nous avons 2 rapports méthodologiques. Le premier, c'est avec toutefois les codes R permettant de reproduire ces projections. Et ils sont disponibles en ligne. Nous avons le premier rapport qui concerne une projection simple, le deuxième une projection multiscénario et le troisième c'est un data file contenant les résultats de la projection et qui peut être téléchargé et utilisé par quiconque et gratuitement. Donc, shukran jazilan. Et on passe sans trop tarder à la deuxième présentation de Merjem Chenoun sur Healthy Life Expectancy. On laisse les questions à la fin des présentations. Et merci. Good morning, everyone. I'm Merjem Chenoun. I'm PhD student at the National High School of Statistics and Applied Economics. My thesis is about the future of longevity and health in Algeria. As you can notice from the title of my thesis, it is apart from this project. So today I will talk about what would be my contribution regarding this project. I will start by the main problematic. As we all know, longevity is improving due to the continuous improvement of life expectancy. That's why attention about population health is rising. Therefore, the need to assess the health levels is becoming very necessary. To do so, we will depend mainly on one of the most important indicator of health, which is the healthy life expectancy.
Next, we will try to predict the future values of life expectancy and health life expectancy to study the future of longevity and health in Algeria. We can define healthy life expectancy as the average number of years that a person is expected to live in good health. In good health means that this person will live without any chronic disease or disability. The results, the term of healthy life expectancy was suggested by Sanders in 1964, but the first example was published by Sullivan in 1971. The results will enable us to assess or predict the behavior decision of individuals regarding different aspects of life, such as conception, for example, labor, and even retirement. Coming to data, we will use mainly two data sources, since the estimation of healthy life expectancy requires the availability of two types of data, mortality and morbidity. So mortality data will be provided by the Office of National Statistics, while morbidity data will be extracted from the multiple indicator cluster survey. So why we choose this survey specifically? First of all, because of the lack of data sources, and also because it is a national representative survey. It includes a large sample of individuals, and also because of its accessibility, and it is considered as a rich database. Coming to the objectives that we are aiming to achieve, starting with a snapshot about disability and also chronic their related risk factors. To do that, we will use the mixed data, and also we will try to estimate healthy life expectancy and disability-free life expectancy in addition to disease-free life expectancy. Moving to studying very deeply the contribution of severe chronic diseases to morbidity burden in Algeria. For example, hypertension, diabetes, cardiovascular diseases, and other diseases. We try to establish the relationship between both life expectancy and health life expectancy to predict the future values, and therefore to assess the future of health in Algeria. Then I will talk about what is achieved and also what is in progress, and I will give some results. So what is achieved is a paper entitled Healthy Life Years Lost Due to Chronic Diseases, Levels Estimation and Evolution Analysis. This paper is a joint work between Mr. Fleecy and me. This paper is currently under review. Some results here, the next plot represents the number of the evolution of the number of healthy and unhealthy life years during the period that goes from 2006 till 2019, which is the period that the mix was conducted, because this survey is usually conducted every 5 years. So life expectancy in Algeria improved during this period by earning an extra 2.5 years for men and almost 2 years for women. We can also notice that from the plot that women in Algeria live longer than men. In terms of healthy life years and unhealthy life years, we see a kind of for men, we can notice that they lost from 12 to almost 16 years from their total lifespan in bad health, while the loss for female is even greater. They spent more than
more than 19 years. It reached 23 years years they will lost in their from their life expectancy in bad health. Here, bad health in this paper, the definition of bad health is that this person lives with at least one chronic disease. In terms what it is in progress, what are we waiting or expecting as results? We are currently doing an overview about the situation of disability and chronic diseases in Algeria. And also we are trying to identify the predictive factors of disability incidence. We are also expecting to have the estimation of healthy life expectancy in addition to disability-free life expectancy. And in addition to that, we will try to classify the most contributed chronic diseases to unhealthy years lived by the Algerian population. And finally, we will try, based on the model that we are going to establish, have the future values of healthy life expectancy in addition to the future values of life expectancy to study the future of health in Algeria. Thank you for your attention. Thank you, Mariam, for this nice presentation, which was very clear. So we go straight to the second presentation by Hafid Assas. The floor is yours. Bonjour à vous tous. Je suis très très heureuse d'être là parmi vous. C'est vraiment un honneur et un pur bonheur de vous faire part de ce travail de recherche portant sur les pensions de réversion sous le système algérien de retraite, étude de la nuptialité et de la mortalité. Vous avez certainement hâte de savoir quelle est la différence entre la mortalité des bénéficiaires d'une pension de réversion et celle des bénéficiaires d'une pension directe, hâte de savoir quelle est la tendance de la nuptialité en Algérie, qu'en est-il de la relation entre ce phénomène démographique et le système de retraite. Ce phénomène a-t-il vraiment un impact sur les régimes de retraite? Ce sont les interrogations à lesquelles nous essayons de répondre au cours de cette présentation. Mais avant cela, permettez-moi de me présenter. C'est Mademoiselle Hafida Assas, doctorante en statistiques appliquées à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, encadrée par Madame Rania Saïdi et co-encadrée par Monsieur Farid Flissé. Je tiens à vous remercier très profondément pour l'intérêt que vous avez porté à ce projet et j'apprécie énormément vos efforts pour assister à cet atelier. Sans trop tarder, je vous présente les grands points ou bien les différents points que nous allons aborder au cours de cette présentation. On commence par les motivations et les objectifs, puis on explique le lien entre la nuptialité et le système de retraite. Ensuite, on présente les résultats et la conclusion. Selon la Banque mondiale, dans un rapport publié en 2009, les choix individuels liés à la nuptialité, à savoir l'état matrimonial, l'âge de l'épouse et le nombre d'épouses sont des facteurs qui peuvent affecter l'équilibre à long terme du système algérien de retraite. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les pensions de réversion? En fait, les régimes de retraite assurent le versement de prestations non seulement aux affiliés retraités, mais aussi aux ayants droit des assurés après leur décès. On appelle les pensions de réversion. Sous le système algérien de retraite, ces pensions sont en faveur du conjoint survivant, des enfants à charge et des ascendants à charge sous certaines conditions. Selon le travail qui a été fait par Flissé en 2016, les dépenses moyennes de la CNR en matière des pensions de réversion représentent près de 23% des dépenses totales de la CNR. Dans ce contexte, tout facteur qui risque d'augmenter le coût de ces pensions pourrait également affecter l'équilibre à long terme du système algérien de retraite, étant donné que ces pensions font partie intégrante de ce système. Selon une étude publiée par the Office of the Chief Actuary en 2015 sur la mortalité des différents types de pensionnés au Canada,
La mortalité des bénéficiaires d'une pension de réversion est significativement supérieure à celle des bénéficiaires d'une pension directe. En 2013, l'écart d'espérance de vie à l'âge de 65 ans était de 1,3 années en faveur des bénéficiaires d'une pension directe, ce qui nous a poussé à vérifier si cette différence existe au sein des pensionnés algériens. Je tiens à noter que ce travail sur la mortalité a été fait en collaboration avec mademoiselle Yasmine Hanani, cadre au niveau de la CNR, que je remercie énormément. Donc, l'objet de ce travail est de détecter tout facteur lié à la nuptialité et qui risque d'impacter la viabilité à long terme du système algérien de retraite. 2. Estimer et projeter la mortalité des bénéficiaires d'une pension de réversion et la comparer avec celle des bénéficiaires d'une pension directe. Quel est le lien entre la nuptialité et le système de retraite? En d'autres termes, comment les choix individuels liés à la nuptialité pourraient avoir un impact sur le coût des pensions de réversion. Pour l'état matrimonial, les individus célibataires n'ont aucun ayant droit à bénéficier d'une pension de réversion. Donc, les individus mariés génèrent un coût comparativement aux individus célibataires. En ce qui concerne l'âge de l'épouse, l'homme qui choisit une fille, plutôt une femme plus jeune, une femme plus jeune de 20 ans, pourrait générer des dépenses pratiquement doubles à celui qui choisit une femme plus jeune de seulement de 5 ans. En ce qui concerne le nombre de femmes, les individus ou bien l'homme qui a 2, 3 ou 4 femmes pourrait aussi générer des dépenses supplémentaires par rapport à celui qui a seulement une seule femme. Quels sont les principaux résultats obtenus? Alors, ce travail nous a montré que le taux brut de nuptialité a baissé durant la période 2014-2018 pour atteindre 7,8 pour 1000 en 2018. En ce qui concerne l'écart d'âge entre époux, la proportion des femmes mariées à des hommes plus âgés de plus de 10 ans tend à augmenter au fil du temps. Cette proportion est de 29% chez les femmes âgées de 20 à 24 ans et de 44% chez les femmes âgées de 15 à 19 ans. C'est-à-dire, il y a cette proportion et elle est plus importante chez les jeunes générations. Pour la polygamie, on remarque que ce phénomène tend à baisser dans le temps. La proportion des femmes mariées à des hommes polygames n'est que de 0,5% chez les jeunes générations. Concernant la mortalité des bénéficiaires d'une pension de réversion, elle est significativement supérieure à celle des bénéficiaires d'une pension directe. La différence entre l'espérance de vie moyenne des bénéficiaires d'une pension de réversion et celle des bénéficiaires d'une pension directe était pratiquement nulle en 2014 et qui devrait augmenter à 1,8 et 1,7 en 2050 et 2070 respectivement. Ça, c'est pour la population féminine. Pour la population masculine, l'écart était de 4 années en 2014 et qui devrait augmenter à 6,1 et 7,4 en 2050 et 2070 respectivement. Pour finir, la liste des risques qui pourraient affecter la viabilité à long terme du système algérien de retraite s'élargit. L'augmentation de la taille de la population des femmes mariées à des hommes plus âgés de plus de 10 ans est un autre facteur qui s'ajoute au vieillissement de la population et à la longévité. En outre, la mortalité des différentes catégories de pensionnés n'est pas du tout la même et leur espérance de vie tend à augmenter au fil du temps. Donc, il est grand temps aux responsables du secteur d'utiliser des tables de mortalité prospective adaptées à la mortalité d'expérience de chaque catégorie de pensionnés afin de simuler au mieux les dépenses futures de la CNR, concevoir les mesures nécessaires
en prenant en considération tous ces risques ou bien tous ces facteurs qui risquent d'impacter l'équilibre à long terme de ce régime, voilà, afin de maintenir la soutenabilité à long terme de ce régime. Et thank you. Merci pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Hafiza, pour cette présentation. Donc, on passe à la troisième présentation par Amina Boukhal. Je suis Amina Bouchalfa, doctorante à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Actuellement, je travaille sur la thématique de la mortalité en Algérie et c'est sous la direction de Monsieur Farid Flissi. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation sur mon travail de recherche et ça sera en anglais. Donc, today I will talk briefly about my PhD topic, which we have entitled Estimating and Forecasting Regional Mortality in Algeria. So the structure of my presentation is this one. First, I will talk about the context and the research problem, then the aims of this work, and finally, I will mention some related studies which can help us to solve the research problem. So let us begin with the context and the research problem. So we know that mortality estimates and forecasts are important for decision-making by financial, social, and healthcare institutions. So for the Algerian context, there is some related studies about mortality in Algeria, generally considered by Mr. Flissi. These publications are focused only or on the national level. But what happens if we want making plans at the regional scale and studying the inequalities in terms of longevity and mortality? So here we need to estimate and forecast the regional mortality, but how we can do that? So for this issue, we aim to propose a method for estimating mortality rates in a small area, because population size and data availability create methodological problem for small regions. Then we will develop a method to forecast mortality in Algeria by region and by sex. And finally, we should demonstrate the applicability and the accuracy of these methods. So here I mentioned some related studies about regional mortality forecasting. So we have three main approaches to forecast regional mortality. The first approach consists on creating simple relationships between national mortality and regional mortality. The second approach is just consists on applying methods developed for national population to forecast regional mortality. And finally, the third approach by using multi-population models, which is this approach is more sophisticated and aim to ensure coherency between subpopulations. So our challenge here is to analyze this method, then choose the most appropriate for the Algerian context. And thank you for your listening. So thank you, Amina, for this presentation. And I take to thank all the three speakers for the three nice talks. And now it's time for questions and remarks. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques à nous suggérer? Donc, vous avez deux options. Soit vous activez votre micro et vous parlez, vous prenez la parole, soit vous écrivez votre question dans le chat box. Monsieur Fissi. Oui, Monsieur Wali. On s'arrête vraiment. Merci beaucoup pour ces communications, pour ce partage.
Donc vraiment, c'était l'occasion pour nous de détailler un petit peu tout ce qui est lié à la mortalité. C'est des informations qui nous manquent effectivement. À chaque fois, finalement, quand on fait quelque chose de plus sur la mortalité, c'est un plus là en termes de par rapport à la communication d'acte, déjà, c'est-à-dire avec le système que vous avez proposé, surtout la possibilité que chacun doit choisir son scénario et suit un petit peu l'évolution de la population. C'est extraordinaire avec ça. Donc, ça facilite un petit peu. Une deuxième communication concernant surtout l'espérance de vie en bonne santé. Là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que la baisse constatée entre surtout 2006 et 2018, que ce soit dans des hommes ou dans des femmes, plus particulièrement des femmes. Donc, première question, l'espérance de vie en bonne santé est intérieure à des femmes que chez les hommes. Deuxièmement, pourquoi il y a eu la baisse? Est-ce que c'est pas par rapport peut-être l'amélioration de diagnostic, le dépistage qui a fait que les gens ont tendance à faire le dépistage et déclarer un petit peu, reconnaître de maladie, contrairement des années d'avant? Est-ce que c'est pas ça qui a affecté un petit peu la baisse de l'espérance de vie? Pour la mutualité et les assurances, c'est une problématique vraiment, c'est-à-dire, finalement, il y a des recommandations. Qu'est-ce qu'il y a lieu de recommander? Est-ce que c'est d'écouter un petit peu les écarts entre conjoints, de délimiter l'accès à la femme veuve, c'est-à-dire de bénéficier de la retraite de son mari qui est décédé, c'est-à-dire en fixant un certain âge, en tant que mesure à proposer, à travers une étude pareille, on est vraiment, si on n'est pas orienté, quelle serait la mesure à préconiser par rapport à ça? Surtout, c'est-à-dire, il y a un effet, on le voit, carrément sur le système de sécurité sociale. Effectivement, il y a quand même femme très jeune, quand même plusieurs épouses, un impact. Ça, quelle est la mesure préconisée pour la proposer dans ce cadre? C'est juste quelques préoccupations. C'est ça. Hein. Merci beaucoup, M. Wadi, pour cette question. Donc, je laisse Mariam et Hafida répondre chacune concernant sa partie. Oui, Mariam, on commence avec l'espérance de vie en bonne santé. So, as what I understand from the question, what are what are the plans that we need to do in order to improve the healthy life expectancy, isn't it? So, non, la question c'était sur premièrement cet écart ou bien cette part de l'espérance de vie avec une maladie chronique qui est en train d'augmenter avec le temps. Et aussi sur l'écart entre hommes et femmes. On a une réversion de la tendance. On a les femmes qui vivent de plus en plus longtemps que les hommes, mais c'est les hommes qui vivent en bonne santé le plus longtemps que les femmes. Hafida. Je ne sais pas ce que j'ai bien compris. Si j'ai bien compris la question, c'était sur les mesures nécessaires. C'est-à-dire sur les mesures nécessaires afin j'ai pas bien saisi là. Donc la question de M. Wali, c'était est-ce qu'il serait opportun par exemple de faire des recommandations concernant la politique nationale de nuptialité et de fécondité par rapport à son effet sur l'équilibre du système de retraite. Voilà. Voilà, donc ce travail nous a montré, ou bien nous a révélé un autre facteur qui pourrait avoir un impact sur l'équilibre à long terme du système algérien de retraite, qui est la proportion ou bien l'augmentation de la taille de la population des femmes mariées à des hommes plus âgés de plus de 10 ans. Cela se traduit par l'extension de la durée de service ou bien la durée de versement de pension par la CNR. Et donc l'augmentation des dépenses en matière des pensions de réversion. Quelles sont les recommandations? Alors, le dispositif de réversion en Algérie, il est généreux par rapport aux autres pays. Donc, la population des ayants droit est composée du conjoint survivant, des enfants à charge
et des ascendants à charge. Or que dans les autres pays, généralement, la population des ayants droit, c'est seulement le conjoint survivant. Quelles sont les mesures nécessaires? Ça peut être de réduire cette population des bénéficiaires de pensions de réversion. Donc, la première recommandation que nous avons faite, c'était d'utiliser des tables de mortalité spécifiques à la mortalité d'expérience de chaque catégorie de pensionnés afin de connaître, afin de mieux simuler les dépenses futures de la CNR. Donc, l'utilisation de ces tables d'expérience et la prise en considération de l'effet des facteurs liés à la nuptialité sur la viabilité à long terme du système algérien de retraite pourrait avoir un effet ou bien pourrait maintenir la soutenabilité à long terme du système algérien de retraite. Donc, les mesures nécessaires, ça peut être ça peut être la réduction de la population des ayants droit. En imposant d'autres critères d'accès, c'est ça? Exactement. Ou bien un critère parce que on a pour la population des majeurs, la population des majeures femmes ou bien du sexe masculin ont droit à bénéficier d'une pension de réversion, quel que soit leur âge, si elles ne sont pas affiliées à la sécurité sociale, ou bien pour les femmes, les non mariées plutôt. Donc, on peut imposer des conditions d'autres conditions pour pouvoir bénéficier de ce genre de pension. Merci Habiba. Donc, je réponds sur la question de M. Wali concernant cette tendance d'espérance de vie en bonne santé. Donc, dans pas mal de pays dans le monde, il a été observé que la prévalence des maladies chroniques est en train d'augmenter. De fait, c'est-à-dire c'est principalement à cause, premièrement, des régimes alimentaires adoptés par ces populations et aussi par rapport à l'activité physique. Donc, dans pas mal de pays, même européens, il y a cette tendance haussière de la prévalence des maladies chroniques. On a, c'est-à-dire le risque d'attraper une maladie chronique est en train d'augmenter dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même si Wali, est-ce que vous avez Vraiment, c'était des questionnements surtout par rapport à l'espérance de vie. On s'est dit peut-être, parce qu'on a la peine au niveau national, entre 2000 et 2018, il y a eu quand même des efforts de dépistage. Donc les gens, on a suivi de santé par rapport à ce qu'on a mis maladie, vraiment, c'était aux années précédentes, c'était, même s'il est malade, c'est pas malade. On se dit peut-être par rapport à ça qu'il y a la baisse dans l'espérance de vie en détail. Donc, il y a effectivement au niveau international qui m'a dit la tendance de la hausse des maladies chroniques. Certainement, c'est lié à l'alimentation. D'ailleurs, la dernière fois, la Commission de coopération et développement des Nations Unies s'était consacrée à l'alimentation. Vraiment, c'est son impact sur la santé de la population. Vraiment, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau international que l'alimentaire, vraiment, il affecte directement la santé de la population. Mais là, c'est entre 2006 et 2018, est-ce que réellement une baisse ou plutôt une amélioration de la déclaration de la captation? C'était juste. Il y a aussi ça, parce qu'il y a toujours c'est-à-dire on fait, ou bien ceux qui sont chargés de ce genre d'enquête font tous leurs efforts afin d'assurer la comparabilité les résultats des différentes enquêtes dans le temps. Si le reporting s'améliore dans le temps, les gens ont tendance à déclarer leur maladie chronique ou bien que c'est-à-dire que les maladies chroniques sont mieux diagnostiquées en 2018 par rapport à 2012, ça pourrait aussi avoir un effet
sur l'évolution dans le temps de la prévalence des maladies chroniques, sauf que, c'est-à-dire, il reste un challenge de mettre les données issues des différentes vagues de l'enquête mixte comparables afin de déceler l'évolution naturelle de la prévalence et les effets méthodologiques, comme on l'a fait avec l'évolution de l'espérance de vie, on a dit avec M. Hamada. Donc, en plus de l'évolution ou bien de travailler sur l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé comme décrite dans les enquêtes mixtes, on aura aussi pour objectif d'analyser la qualité des données et leur évolution dans le temps. D'accord. Oui, M. Mouda. C'est Louis. Oui, M. Wadi. D'accord. Juste par rapport M. Mouda, on finit avec M. Wadi et on revient. Ok, M. Wadi. Juste par rapport aux enquêtes mixtes, vous avez pratiquement utilisé les données mixtes. Parce que ce qu'on produit, ce qu'on connaît comme données écrites, peut vous faire ce que vous êtes en train de faire, ou plutôt il faut revoir un petit peu avec le module de la maladie chronique, handicap, tout ça. Mais pour l'instant, c'est la seule source apparemment qui est actuellement disponible. Non, nous, on essaie de nous adapter à la structure des données, parce qu'il y a quand même une différence en termes de structure des données lorsqu'on compare la MIX 3 de 2006 et la MIX 4 et la MIX 6. Pour la MIX 4 et la MIX 6, les questions concernant les maladies chroniques et les invalidités sont posées uniquement aux populations âgées de plus de 15 ans et plus. Contrairement à la MIX 3, où ces questions ont été posées à toute la population. Donc, en utilisant les données disponibles, à savoir les données de la MIX 3, on a essayé d'approcher les tendances qui pourraient être observées sur les MIX 4 et MIX 6, et c'est ainsi que nous sommes parvenus à estimer l'espérance de vie en bonne santé à l'âge 0 à partir des données de la MIX 6 et la MIX 4. Mais on souhaiterait revenir dans les éditions prochaines, la MIX 7 et 8, à poser des questions à partir de l'âge 0. Ça permettra de mieux cerner la prévalence des maladies chroniques et de l'invalidité à tous les âges. Ça va. C'est beaucoup avec ça. Monsieur Hamouda. Salam alaikum. Moi, j'ai des questions par rapport aux trois intervenantes. Pour enchaîner avec ce qui a été dit sur les maladies chroniques, je pense qu'il faudrait peut-être inclure aussi la PAPFAM 2002, donc, puisqu'il y a je pense que les questions aussi étaient posées. Plus l'enquête qui a été réalisée par le ministère de la Santé sur les facteurs de risque 2017, la STEPS, où il y a des analyses. Donc il y a des analyses, des analyses sanguines, des prises de tension artérielle, etc., qui nous donnent de meilleures estimations au moins pour deux maladies chroniques, à savoir diabète et HTA, qui sont les plus prévalentes actuellement. Plus il y a eu une enquête, je pense en 2002, sur deux wilayas, c'était une enquête pilote. Mais la dernière, ça permet de comparer, de corriger les données à la mix par rapport à la réalité. Parce que là, il y a l'enquête permet de comparer, donc après coup, donc quand on diagnostique un diabète ou une hypertension, est-ce que l'enquêté le savait ou pas? Donc ça permet de corriger ceux qui déclarent maladie diagnostiquée. Donc en rajoutant une part, donc on a une part qui n'est pas
qui n'est pas saisie du fait qu'elle n'est pas diagnostiquée, mais qui est réelle. Les tranches d'âge sont un peu différentes. La STEPS خدمت sur les 18-69 ans. Donc, et croyez-moi, la différence est importante. Elle est importante au début. Donc, elle s'estompe avec l'âge, puisqu'avec l'âge, les gens vont se faire diagnostiquer, etc. Mais au départ, chez les plus jeunes, la proportion de non diagnostiqués qui sont réellement, qui ont une maladie mais qui ne sont pas diagnostiqués est relativement quand même importante. Donc on peut voir ça de plus près. بالنسبة la question هذه تاع une meilleure prise en charge, une meilleure reporting. En fait, c'est à double effet. Donc, le fait que les gens étaient malades mais qui ne se faisaient pas diagnostiquer peut avoir un impact sur la mortalité. Donc, puisqu'il n'y a pas de prise en charge, donc la mortalité va être plus importante. Par contre, lorsqu'elle est diagnostiquée, il y a une prise en charge, donc il y a un gain en termes d'espérance de vie. Donc, ça joue un peu sur les deux sens. Il faut vraiment balancer quel est l'impact le plus important. Mais ce qui est certain, c'est que la tendance est à l'augmentation des maladies chroniques, en particulier les deux, donc diabète et HTA, bien entendu, liés aux problèmes d'alimentation. Donc, la partie sur l'espérance de vie en bonne santé. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Donc, voilà, c'est-à-dire à confirmer ou à infirmer, donc à voir de plus près peut-être qu'il faudrait utiliser les données de la CNR avec les données de la CNR. Donc, bien que c'est biaisé puisqu'on ne tient compte que des retraités, et avec les données de la CNAS, avec la carte Chifa, etc., qui sont les gens qui sont pris en charge, etc. Donc, il faut revenir peut-être aux données d'origine administrative. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Je sais qu'il y a un travail qui a été fait, qui a été présenté il y a 2 ou 3 années au CREA par quelqu'un de la CNAS sur la prévalence des maladies chroniques à partir d'un traitement des cartes Chifa. Donc ça, c'est... Et la mix nous donne la part des maladies chroniques, des malades chroniques qui ont réellement la carte Chifa. Donc ça permet de corriger, la mix permet de corriger les données administratives. Donc de ce point de vue-là, quand même, il faut tester un peu l'ensemble des sources que nous avons, qui peuvent se compléter. بالنسبة la nuptialité, en fait, les pensions de réversion, ce n'est pas seulement les veuves, donc, mais aussi il y a les autres catégories. Donc, on parle d'ascendants, on parle de collatéraux, on parle de descendants lorsqu'ils sont mineurs, etc., etc. Donc, il faut faire la part des choses. Quelle est la part, bien que la part la plus importante, je n'en disconviens pas, c'est bien les veuves. Par rapport aux données qui ont été présentées, j'ai vu que c'était la mix 4, donc il faudrait peut-être actualiser avec la dernière mix, peut-être qu'il y a une confusion entre âge et génération. Lorsque vous parlez du différentiel de 10 années et plus, c'est les 15-19 ans en fait. Les 15-19 ans, la part de celles qui sont mariées à 15-19 ans est réellement très faible. Donc il faut peut-être travailler sur ce différentiel par rapport à un âge, quand vous pouvez commencer, je ne sais pas, à 50 ans ou là, les hommes de 50 ans et plus, quel est le différentiel, ou les pré-retraités, les retraités, donc à vous de voir, mais de lier ça avec, parce que les données de la mix, en fait, vous travaillez sur la population générale. C'est pas seulement, et on sait très bien que le système de retraite ne couvre pas la totalité. Donc, est-ce que
vos retraités, quel est le profil de vos retraités en termes de nuptialité, donc de différentiel d'âge avec leurs épouses, de polygamie, de tout ce que vous avez présenté, et même la structure de la population. Est-ce qu'ils ont des enfants mineurs, ils n'ont pas d'enfants mineurs? Voilà, donc ça c'est important. Et ce que vous avez dit aussi, peut-être qu'il faut aussi tenir compte du célibat masculin, parce que là aussi, il a un autre impact, puisqu'il ne donne pas droit à des reversions. Est-ce qu'il est présent, il n'est pas présent? Est-ce qu'il augmente, il n'augmente pas? Est-ce qu'il est stagnant? Est-ce qu'il est négligeable? À vous de voir, puisque les reversions ne touchent que les personnes mariées. Donc, là, je pense qu'il faudrait voir de plus près, mieux cibler la population et peut-être là aussi de travailler directement avec les données CNR, de voir par exemple les pensionnés donc directs, actuels, quelle est leur situation familiale, quel est le différentiel d'âge avec leurs épouses, etc., pour travailler sur données réelles de véritables retraités. Actuellement, le différentiel est de l'ordre de 6 ans, hein, donc il stagne depuis quelques années. Donc, mais comment il va évoluer, ça je ne saurais le dire, mais toujours est-il qu'il est actuellement de l'ordre de 6 années, contrairement à ce qui est prévu par des théories de transition démographique qui disent que ce différentiel va diminuer, etc. Ça, c'est pas le cas pour le moment en Algérie. Et peut-être par rapport aux recommandations, de voir, par exemple, si je prends le cas des pays d'autres pays développés, la pension de reversion, c'est-à-dire les taux de reversion ne sont pas les mêmes selon que la femme va être elle-même retraitée ou pas. C'est-à-dire parce que l'activité aussi, lorsque la femme elle-même a droit, elle a travaillé, donc elle a droit à la retraite, la reversion qu'elle peut espérer n'est pas du même ordre de grandeur que la reversion à une femme qui n'a jamais travaillé. Donc là, peut-être qu'il y a des choses à voir de ce côté-là. بالنسبة la mortalité régionale, je pense qu'il y a peut-être reconstituer l'ensemble des séries à l'état civil, mais de trouver le bon regroupement en termes de wilaya pour éviter le problème de l'impact le lieu d'enregistrement. Donc, il ne faudrait pas qu'on se limite à une wilaya, en particulier les grosses métropoles, Alger, Oran, Constantine, qui attirent d'autres wilayas, mais de travailler peut-être le bon. Je pense que EPT, pour le moment, serait un bon découpage, de reconstituer, puisque c'est disponible, hein, donc par nouveau découpage wilaya, enfin nouveau. L'avant-dernier, à 84, on peut reconstituer et voir, bien qu'on n'ait pas là les âges. Hein, c'est vrai qu'on les données à l'état civil, il n'y a que les effectifs globaux. Il n'y a pas la structure par âge qui est donnée. Donc là, il faut voir quelle serait la bonne méthode. On a l'effectif. Comment trouver la bonne méthode pour reconstituer la répartition de ces décès? Peut-être que, je ne sais pas si les données de mortalité à la mix peuvent donner un aperçu, peuvent donner un paramètre ou, disons, ne serait-ce qu'un dégrossissage grossier de la structure de la mortalité. Peut-être, hein, c'est une hypothèse que j'avance, mais je veux dire que effectivement, on le sait très bien, même la mix, par exemple pour la mortalité infantile, elle donne quand même des différentiels non négligeables. Donc peut-être qu'il faudrait
utiliser ces données, le maximum de données, ne pas avoir peur de faire des hypothèses et d'avancer, parce que je pense que les différents territoires ne sont pas à la même étape de la transition démographique. Qu'il y a plusieurs strates en Algérie, on évolue avec un décalage dans le temps de 5, 10, peut-être voire 20 ans. Il y a certaines régions où la situation démographique est celle qui prévalait il y a 20 ans de ça au niveau national. Donc, il faudrait peut-être faire ce travail-là. Et je m'excuse, j'ai tardé. Ça. Donc, merci beaucoup, M. Hamouda, pour ces observations et ces النصائح القيمة. Vous avez quand même une longue expérience avec les statistiques et vous savez exactement où ça marche et où ça ne marche pas. Donc, continuons avec les questions. Nous avons une question de la part de Maya Veroufla. La question de Maya, c'est est-ce qu'il y a une définition de bonne santé? Est-ce que la bonne santé est définie que par rapport aux maladies chroniques? Je présume que la question est destinée à Amri. So Maya, the definition of good health, it's not depend only on chronic diseases and also about disability. Therefore, we find a lot of health indicators in the literature. Each indicator depends on the definition of the term healthy. For example, in the paper that is under review, we took the definition healthy as having at least one chronic disease, but we can estimate other indicators where health is unhealthy is defined as having a type of disability, or we can also estimate another indicator where health is being free of disease and free of disability. Donc, merci Myriam. On a aussi une question. Monsieur Blizé, les gars, on vous entend pas, Monsieur Blizé. Monsieur Wali. Donc, on revient à la question de Monsieur Wali, qui a posé une question concernant l'évolution de la mortalité par rapport à la pauvreté à partir des données de la mix. Effectivement, nous avons entamé un travail dans ce sens. On a essayé de modéliser, de construire des tables de mortalité par décile et par décile et quintile de pauvreté de la population. Sauf qu'on a, à l'instant, on a deux types de problèmes. Lorsqu'on a retravaillé le fichier mix, soit le 3, le 4 ou bien le 6, on a constaté, parce qu'au début, on partait de l'hypothèse que tous les décès inscrits dans les questionnaires étaient survenus 5 ans, exactement dans les 5 années précédant la date de passage. Tandis qu'il y avait pas mal de décès qui ont eu lieu même 6 ans ou bien 7 ans avant la date de passage et qui ont été compter le calcul initial de la mortalité. Donc nous avons essayé de refaire le travail en éliminant les décès qui se trouvent en dehors de l'intervalle considéré, c'est-à-dire exactement 5 ans avant la date de passage. Et si je tiens à signaler qu'il y avait même des questions qui donnaient lieu à des confusions, comme le cas de l'enquête Mix 6, où il y avait une question, est-ce qu'il y avait un décès enregistré au sein du ménage à partir du 1er janvier 2013 ou durant les 5 dernières années. Donc, durant les 5 dernières années, c'est clair, c'est 5 ans, sauf qu'à partir du 1er janvier 2013, ça fait presque 6 ans et demi par rapport à la date de passage. Ça, c'est un. Donc, afin d'évaluer la qualité des données de mortalité issues de l'enquête mixte, nous avons essayé de reconstituer le birth history. Parce qu'à côté du questionnaire ou bien des questions directes qui portent sur la mortalité des membres du ménage durant les 5 dernières années, il y avait le
Birth History, où on demande à une maman est-ce que l'un de ses enfants est décédé durant les 5 dernières années ou bien l'année dernière. Donc, nous avons essayé de construire le même indicateur à partir du volet mortalité. Comme résultat, on s'est rendu compte qu'il y avait une omission une sous-estimation de la mortalité d'environ 30%. Maintenant, on a fait plusieurs hypothèses et on n'arrive toujours pas à trouver une explication convaincante. La première hypothèse qu'on a adoptée, c'est peut-être que ceux qui étaient chargés de la collecte des données s'arrêtaient juste au nombre de 3, parce que 3 décès durant les 5 dernières années, c'était le nombre maximal de décès qui était rapporté dans les questionnaires, ou bien, je ne sais pas, on est toujours à la recherche d'une explication. Le deuxième élément, c'est lorsqu'on a essayé de construire des tables de mortalité, même après correction, c'est-à-dire on a appliqué le taux de correction de 30% pour revenir au taux réel. En comparant les différents déciles, on trouve que le 4e quintile de pauvreté, les personnes appartenant à ce quintile vivent plus longtemps que ceux qui sont classés comme plus riches. Donc, on a une espérance de vie qui augmente avec la richesse de l'individu. Ensuite, ça redescend à la fin de l'intervalle. Là, on a 2 explications. Soit qu'il y ait un effet réel, que les plus riches vivent moins longtemps que les moins riches, ou bien que la construction de l'indice de pauvreté lui-même n'est pas adapté à la population algérienne, il doit être adapté. Régis, par rapport à ce que vous avez dit, que ce soit par rapport au décès, je n'ai pas en tête exactement la référence de la date, est-ce que c'était le janvier 2013? Peut-être. Mais déjà, ça n'a pas changé. Je n'avais aucune idée, mais ça n'a pas changé. Est-ce que c'était fait exprès? Il y a le décalage. J'aimerais que vous apporter ça. Par rapport à ce que vous avez rencontré, c'est des espérances de vie meilleures entre le 4e quintile que le 5e quintile. C'est vraiment. C'est un constat que vous avez fait. Aucune idée. Vous savez de quel type de richesse? Bien sûr, peut-être fait des choix à tout, pas des commodités ou des biens ou des mais là, pour revenir carrément à la construction de l'indice, parce que réellement, concernant le nombre de décès, ce n'est pas limité. Si on avait rencontré déjà 15 décès de premier âge, on aurait déjà reporté. Ce n'est pas un papier, donc c'était ouvert à chaque fois au nombre de. Il y a un décès en plus. C'est le nombre de lignes s'ouvre en fonction de la on déclare déjà à la première question. C'est pas le birth historique. Non, on a le décès. Non, le volet mortalité, monsieur la mortalité. Non, c'est le nombre de décès, c'est pas les 50, apparemment, c'est plus la période de référence. Donc, c'est des questions qu'il faut qu'on revienne. Non, on doit, c'est-à-dire revoir les questions d'une façon plus détaillée. Même le travail est toujours en cours, on n'a pas avancé. Je précise, là, quand vous pouvez faire le truc, par exemple, c'est-à-dire que vous repérez un district, on peut faire appel d'équipe qui a fait l'enquête, le superviseur peut nous donner plus d'informations par rapport à ça. Voilà, c'est ça. C'est pas loin de 2019, c'est des équipes qui ont fait l'enquête et ils peuvent se souvenir de pas mal de choses. Hein. Voilà. On peut apporter des éclairages par rapport à ça. Oui. Parce que vous avez de travailler sur la modalité, sur l'indice. Vraiment, ils ont revu de façon approfondie l'indice.
هذا نعطوا بارابور. برك بارابور لقضيه هذا الاشكال تاع لا مورتاليتي peut-être يعني c'est une idée que j'avance je réfléchis à haute voix c'est peut-être de procéder à un calage فهمتني donc un redressement disons en tenant de caler sur la mortalité des données de la mortalité de l'ONS sur les 5 dernières années. Donc tu gardes tes 5 dernières années et tu cales sur l'effectif global, hein, c'est-à-dire pour que ce soit cohérent avec les données de la mortalité qui sont présentées du point de vue quantitatif, hein, pas du point de vue de la répartition, mais au moins du point de vue quantitatif, de caler pour voir s'il y a des choses, s'il n'y a pas un problème de sous-déclaration. Par rapport à la question, c'est-à-dire c'était préférable d'avoir plus que d'avoir moins. C'est-à-dire, parce qu'au départ, je vous rappelle que c'était l'enquête 2018-2019. En réalité, elle s'est faite en 2019, mais au départ, c'était 2018-2019. Donc, 5 années, ça nous ramène à 2013. C'est pour ça que y avait ces deux formulations. Mais effectivement, donc réellement, l'enquête a commencé le 22 décembre 2018, donc il faudrait faire en sorte. De toute façon, la période, puisqu'on a la date de l'interview, donc on peut garder uniquement les. Mais essayer, tester un redressement sur la mortalité, les données de la mortalité à l'état civil. Je pense que ça peut. C'est une piste. qu'il faut. Le niveau de vie. Le niveau de vie, les choses. Il faut voir, est-ce que les différences sont réellement significatives? C'est-à-dire, on est quand même dans des échantillons, on est quand même le nombre de décès réellement. Parce que plus dans le détail, plus l'effectif observé de décès est faible. Donc, avec des marges d'erreur beaucoup plus importantes. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas s'inquiéter outre mesure de ce point de vue-là. Si on n'a pas testé, est-ce que les différences sont significatives, réellement, statistiquement parlant, ou non? Et donc, voilà. C'est-à-dire ne pas s'avancer trop rapidement. Voilà. Ne pas s'avancer trop rapidement. Donc, shukran jazilan. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres participants qui veulent. Non, les seuls, que tout le monde attend ses travaux, tout le monde attend que ce soit documenté. C'est-à-dire que souvent, les gens s'avancent sur des terrains qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est رانا نستناو كيما قال لك بريق الناشف في هذه المعطيات وهذه لي تيز وهذا الاخر parce que on est dans un pays qui quand même du point de vue statistique est sous-développé, c'est-à-dire il y a très peu d'études, donc on va pas faire la fine bouche, hein. Quelles que soient les hypothèses que vous allez prendre, quelles que soient les limites, quels que soient les problèmes de données que vous avez, ça reste un travail nécessaire. C'est un jalon et à d'autres d'avancer, d'améliorer, etc. Mais ces travaux, نحتاجوهم. Et Hafiza qui veut prendre la parole. Donc, pour la première remarque portant sur l'écart d'âge entre époux, effectivement, l'utilisation des données de la CNR permet de mieux analyser ce facteur, c'est-à-dire va nous permettre de mieux analyser l'écart d'âge entre époux au sein de la population des retraités. Mais comme la base de données fournie par la CNR présente certaines anomalies, on n'a pas pu analyser ce facteur et on s'est contenté d'utiliser les données de l'enquête MIX4. Ça, c'est pour l'écart d'âge.
Alors, concernant les mesures nécessaires, je suis totalement d'accord avec Monsieur Hamouda. Effectivement, le montant de la pension de réversion versée aux conjoints survivants en Algérie est fixé à 75% de la pension directe, un taux qui est largement supérieur au taux fixé dans les autres pays. Donc, réduire ce taux va permettre de réduire les dépenses de la CNR en matière des pensions de réversion et donc contribuer à faire retourner ce système à l'équilibre. Concernant les conjoints survivants qui ont leurs propres revenus, il est recommandé d'imposer une condition de ressources, c'est-à-dire réduire le taux ou bien le montant de la pension versée à cette catégorie du conjoint survivant. Pour la question qui était sur les mineurs, les données de la mortalité ne sont pas disponibles car les pensions versées aux mineurs sont généralement versées conjointement avec celles des conjoints survivants. Donc, on n'a pas des données sur la mortalité de cette catégorie de pensionnés. C'est pour cela qu'on n'a pas analysé la mortalité de ce type de pensionnés. Je ne sais pas si c'est clair pour... Merci beaucoup, Hafida, pour ces éclaircissements. Merci. Donc, on arrive à la fin de cet atelier. On vous donne rendez-vous dans prochainement, Inch'Allah, d'autres workshops. وشكرا جزيلا وصحة لكم.